Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui donc, petit exercice sur la simulation du dosage de l'acide orthophthalique. Donc c'est un acide un petit peu particulier qui est noté H2A, donc ce qui signifie que c'est un diacide. Donc ça, l'énoncé le précise. D'accord. Et donc on sait que dans toute la suite du sujet, on va le noter sous cette forme-là qui sera beaucoup plus légère que l'autre. Et on nous dit qu'on dose 10 ml de ce diacide par de la soude à 0,05 mol par litre. Donc le schéma donc ici du dispositif, ça va être un réactif titron, donc la soude. Donc on rappelle que la soude c'est Na plus HO-, avec HO- qui réagit, et Na plus qui est là en tant qu'ion spectateur. Donc à la concentration, ici, on ne nous donne pas de notation particulière, on va noter Cb, on sait que la soude se comporte comme une base. Donc Cb est connu, c'est 0,050 mol par litre. Et on va noter Vb, le volume versé. Ce sera relativement simple comme ça et transparent. Donc dans un bécher en dessous, ou un Erlenmeyer si on voulait éviter les projections. Alors ça, il faut penser dans un sujet toujours où on peut vous poser la question, si les concentrations augmentent, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Eh bien, il faut penser au côté expérimental, et donc au fait d'éviter les projections. Donc le réactif titré ici, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être H2A, donc qui va être à la concentration Ca, et qui va présenter un volume V. Alors Va ici qui vaut 10 ml. Donc ça c'est le schéma du dispositif qui permet de situer un petit peu ce qui va se passer. Donc on sait maintenant que H- va réagir avec H2A. Alors, à partir de là, on va essayer de trouver les volumes aux équivalences. Alors on met des équivalences au pluriel, pourquoi? Eh bien ici, si on identifie les réactions support de titrage, on va en avoir deux en fait. Au fait, on va avoir une première réaction support qui va nous donner H2A plus HO-, qui va donner de manière très avancée même, on va supposer totale si on veut que ce soit une bonne réaction support, qui va donner HA- plus H2O. Donc là, on va titrer la première acidité. Après le titrage de cette première acidité, on va titrer une seconde acidité, c'est-à-dire que HA- plus HO- va encore réagir de manière quasi totale pour donner A2- plus H2O. Et vous voyez qu'ainsi, on aura titré successivement les deux acidités. Alors, ça signifie qu'il va y avoir, a priori, deux équivalences. Une première équivalence associée à la première acidité, une deuxième équivalence associée à la deuxième acidité. Pour autant, si on regarde la courbe représentative du pH en fonction du volume versé, donc cette courbe-là, on observe qu'un seul saut de pH. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une des équivalences n'est pas associée à un saut de pH. Ça peut arriver. Alors là, on va se servir du diagramme de distribution pour essayer d'identifier ce qui s'est passé. Alors, identifier ce qui s'est passé, eh bien, en se servant du diagramme de distribution, on va constater que eh bien, le pourcentage des espèces, en fait, va varier en fonction du pH. Ainsi, le premier pourcentage que l'on voit ici, au pH le plus bas, vous voyez, le pH part sur des valeurs assez basses, c'est associé à l'espèce H2A. Et l'espèce H2A disparaît progressivement à mesure que l'on verse HO-, pour laisser la place à l'espèce HA-. L'espèce HA- que l'on va trouver ici. Et cette espèce HA- elle-même va commencer à disparaître à mesure que le pH augmente,
pour laisser la place à A2-. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de plus en plus vers les formes basiques à mesure que le pH augmente. Ça, on peut s'y attendre. Donc sur le diagramme de distribution, on a identifié les 3 espèces. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on va constater qu'il y a une équivalence à chaque changement de réactif limitant. Donc, on va constater que lorsque H2A a quasiment disparu, eh bien c'est à ce moment-là HA- qui prend le relais. Et on va constater ce phénomène apparaître ici, qui va apparaître ici. Vous voyez? Là, on a une concentration, une quantité, si on veut, de HA- dans la solution qui va être maximale, et donc une quantité de H2A qui sera quasiment nulle. Même chose pour A2-. Donc là, on va être sur la première équivalence ici. La deuxième équivalence va être encore plus simple à identifier. C'est le moment où HA- va complètement disparaître au profit de A2-. Et donc sur cette deuxième équivalence, eh bien on va lire un deuxième pH ici. Donc vous voyez, à chaque fois, on va faire une bascule entre 2 espèces. Alors après, il faut faire attention à une chose, c'est que les équivalences sont associées au moment où on a un changement de réactif limitant, pas au moment où les espèces sont à la même concentration. Donc c'est-à-dire qu'on a quasi totalement consommé une espèce, et c'est une autre qui prend le relais. Alors ici, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on a un seul saut de pH alors qu'on est censé observer 2 équivalences? Bien parce que si on regarde attentivement ici, l'espèce du milieu, HA-, c'est un ampholyte. Et donc, on va avoir un petit peu de A2- qui se forme à mesure que H2A disparaît. Donc, ici, au fait, le saut de pH va être lissé par ce côté ampholyte de l'espèce et par la proximité des pKa. Alors, là, on peut instantanément, à partir des diagrammes de distribution, eh bien, déduire les positions des 2 équivalences. Donc on voit une équivalence, la première équivalence à 6 ml, une deuxième équivalence à 12 ml. Donc derrière, il va nous rester eh bien, à réfléchir sur ce que signifie la position de ces équivalences. Alors, ici donc, la réaction support associée à la première équivalence, c'est H2A plus HO- qui donne, a priori de manière totale, HA- plus H2O. Alors, la technique pour étudier un titrage, on le rappelle, c'est de considérer que tout le volume de réactif titrant est versé d'un bloc, et ensuite de travailler sur un bilan de quantité de matière en considérant cette réaction-là. Donc là, HA-, finalement, va avoir une quantité formée XIF, là où H2A, on avait CaVa qui était présent, HO-, CB, VB, et donc à la fin, on a CaVa moins XIF et CBVB moins XIF. Donc ça, c'est la réaction support jusqu'à la première équivalence. Et donc ici, eh bien, on peut dire que à l'équivalence, on va avoir simultanément CaVa qui vaudra XIF, qui vaudra CB, VB à l'équivalence numéro 1. Donc là, c'est XIF à l'équivalence numéro 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Eh bien, on est en train de dire simplement que Ca, ce sera CB fois VB à la première équivalence, que je divise par VA. Donc là, j'ai exploité l'équivalence numéro 1.
Et donc vous voyez ici, ce qui est subtil, c'est que l'équivalence numéro 1, il faut faire attention, elle n'est pas associée à un saut de pH. Et donc on va avoir Ca, ici, qui vaudra, eh bien, après application numérique, 3×-2. Mol par litre. Là, je me suis servi, simplement, du fait que la deuxième équivalence, que je peux clairement identifier à 12 ml, donc la première équivalence, qui est plus dure à déterminer parce qu'il n'y a pas de saut de pH très marqué, est à 6 ml. Ok, donc maintenant que j'ai bien remarqué qu'il y allait avoir deux équivalences dont une pas très marquée, je vais essayer de trouver les pKa de l'acide orthophthalique. Alors, pour déterminer un pKa, comment je me débrouille? Eh bien ici, je vais me servir de la définition des Ka. Je vais appeler, alors là on me laisse le choix dans les notations, donc je vais appeler Ka1 le K associé au premier pKa. Donc le premier pKa ici, ça va être le pKa du couple H2A HA-. Alors je sais que Ka1, c'est la constante d'équilibre de réaction de l'acide sur l'eau. Donc je vais avoir HA- fois H3O+, sur H2A, qui vaut K1. En passant au moins logarithme, je vais obtenir pH égale pKa1 plus log de concentration en base ici HA- sur la concentration en acide H2A. Et donc là, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que pH vaut pKa lorsque la concentration en base vaut la concentration en acide. Alors, ce point-là, il correspond à quel point? Eh bien, ce point-là, il va correspondre à l'intersection. Il y a un égal là, hein. Attention, hop. Il va correspondre à l'intersection des deux courbes sur le diagramme de distribution. Donc, sur cette intersection, donc à ce volume-là, je vais avoir pH égale pKa. Donc derrière, ce qui va me suffire de faire, c'est bien de remonter à la valeur du pKa associé. Donc vous voyez, je trouve le point de croisement, je redescends sur la courbe représentative de pH en fonction de V, et je trouve le pH associé. Donc ici, je vais avoir pH égale pKa1 égale 2,9. On est juste en dessous de 3. Je vais travailler de la même manière pour le deuxième couple. Ka2. Donc là, je vais avoir pKa2 qui va être le pKa du couple HA- A2-. Et en suivant exactement la même logique, je vais avoir pH qui vaudra pKa2 plus log de A2- sur HA-. Et donc, lorsque les concentrations seront égales, eh bien, je vais obtenir pH égale pKa2. Donc là, je vais chercher sur le diagramme de distribution le point de croisement de la courbe associée à A2- avec la courbe associée à HA-. Et ensuite, je n'oublie pas une chose, je n'oublie pas de remonter au pH associé. Donc vous voyez, je prends le point de croisement. Là, je sais que je suis à 50-50 entre HA- et A2-. Et derrière, hop, je reviens sur la courbe de pH pour lire le pH associé à ce croisement. Donc au même volume. Et donc là, je vais obtenir le nouveau pKa, un petit peu au-delà de 5, bon, disons 5,2.
Donc ici, pH égale pKa2 égale 5,2. Alors évidemment, ce sera plus facile à faire avec vous sur une feuille, en zoomant bien avec une règle, etc. Là, bon, je l'ai fait un petit peu salement, on va dire, sur le tableau. Et donc maintenant, eh bien, il me reste à répondre aux questions suivantes. J'ai trouvé les deux pKa. Il va me rester eh bien, à retrouver par le calcul le pH initial et le pH obtenu pour V égale 12 ml. Alors, une chose aussi qu'on peut remarquer, on sait qu'on se trouve normalement aux demi-équivalences lorsque pH vaut pKa. Alors vous voyez ici on a un volume très très voisin de 9 ml, donc c'est bien vérifié. Pour le premier on est un petit peu décalé. Et le petit décalage, on devrait s'attendre à être à 3 ici. Le petit décalage vient du fait qu'il y a deux acidités. Et vient du fait que, eh bien, à la première équivalence, on n'a pas complètement consommé, si on veut, l'acide qui était présent. Mais on passe déjà par le maximum de la quantité de HA-. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas de saut de pH très clair. En fait, les deux sauts de pH ici, en quelque sorte, vont se recouvrir, si on veut. Alors, donc, ici, on nous demande maintenant de trouver la valeur du pH initial, la valeur du pH à la deuxième équivalence, et la valeur du pH à la première équivalence. Donc là, on revient sur des exercices de type calcul de pH dans une configuration donnée. Alors, le pH initial, à quoi est-ce que ça correspond en termes de système? Eh bien, la solution, avant qu'on commence à verser de la base, la solution, on peut considérer que c'est une solution de H2A à la concentration Ca. Et donc H2A qui se comporte comme un acide faible. Et donc derrière, eh bien, on va simplement dresser une échelle de pKa. Et à partir de l'échelle de pKa, eh bien, tenter de faire un calcul du pH. Alors sur l'échelle de pKa, on rappelle qu'on va placer les bases sur la gauche dont la force augmente quand le pKa augmente, les acides sur la droite dont la force augmente lorsque le pKa diminue. Et donc les valeurs extrêmes ici sont associées au couple de l'eau de manière très classique. Et donc là, comme je connais les valeurs de pKa, eh bien je peux les positionner directement. Donc hop, A2-, HA-, HA-, H2A, H2A. Alors, maintenant je mets en évidence les espèces présentes. Alors j'ai de l'eau en tant que solvant. Ça, j'ai toujours de l'eau qui est présente. J'ai H2A qui est présent à la concentration Ca. Et puis, eh bien, c'est tout. H- n'a pas encore été versé. H3O+ non plus, donc bon, il y a un petit peu d'autoprotolyse. Mais l'autoprotolyse ne se fait pas de manière suffisante pour qu'on considère en première approche qu'elle a lieu et qu'elle forme des produits en quantité suffisante pour qu'on la prenne en compte, a priori. Donc, derrière, ce que je vais faire, eh bien, je vais identifier une réaction prépondérante qui est une réaction prépondérante équilibrée. Donc la réaction entre H2A et H2O. Alors cette réaction, je sais qu'elle est équilibrée car le gamma est entre guillemets dans le mauvais sens. Donc j'ai une constante d'équilibre qui va être inférieure à 1. Et donc là, je vais écrire le tableau d'avancement, H2A plus H2O, qui va donner HA- plus H3O+. H2O solvant. Je travaille entre l'état initial et l'état final. H2A est amené ici à la concentration qu'on va appeler Ca. Donc je vais avoir Ca moins XF à la fin. Ici, je peux considérer que j'ai 0 et 0, XF et XF. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai négligé comme réaction? J'ai négligé l'autoprotolyse de l'eau, qui a une constante d'équilibre à 10-14, ce qui est très petit devant 10 puissance moins 2,9. Donc ensuite, ce que je fais, eh bien, je vais exploiter la constante d'équilibre pour déterminer l'état final.
Donc ici équilibré ou limité, hein, pour la réaction prépondérante. Alors la constante d'équilibre ici, on sait que c'est K1, c'est lié à la première réaction observée ici. Et donc je vais avoir K1 qui vaudra xf au carré sur C moins xf. Alors derrière, je peux partir sur une résolution exacte, entre guillemets. Donc je vais me retrouver à résoudre une équation du second degré. Je vais avoir donc xf carré plus moins K1 fois plus K1 fois xf moins K1 fois CA égale 0. Un discriminant donc qui vaudra K1 au carré plus 4 K1 CA. Donc ce qui va me donner pour x, alors là vous pouvez même utiliser directement votre calculatrice et résoudre l'équation du second degré. Hein. Ce qui va donner pour x comme seule valeur acceptable 5,55 10-3 mol par litre. Donc ici, la résolution de l'équation du second degré m'amène au fait que H3O+, la concentration effective en H3O+, prend cette valeur-ci. Et donc le pH, le potentiel hydrogène de la solution, vaut moins log, donc ici ce sera le pH initial, moins log du XF déterminé précédemment. Et il va me rester à faire l'application numérique pour trouver que le pH initial vaut 2,26. Alors derrière, je peux vérifier la cohérence du résultat que j'ai obtenu. Hop, on revient un cran en arrière. pH initial, vous voyez, je suis entre 2 et 3 et plus proche de 2. Donc 2,25, 2,26, c'est une valeur tout à fait acceptable. Donc ici, valeur acceptable au vu du graphique. Alors, la seule hypothèse formulée ici, finalement, c'est que j'ai négligé l'autoprotolyse de l'eau. Alors, est-ce que cette hypothèse est vérifiée? J'ai un pH à 2,26. Donc ici, je vais le faire à l'oral. Hein. On a H3O+ fois HO- qui vaut 10-14. On a le produit spécifique de l'autoprotolyse de l'eau, qui est HO-. Donc si on a 10-14 qui vaut 10 puissance moins 2,26 fois la concentration en HO-, ça veut dire que la concentration en HO- est de l'ordre de 10-12 mol par litre. Donc elle est bien 10 ordres de grandeur plus faible que la concentration en H3O+. Donc on peut sans problème négliger l'autoprotolyse de l'eau ici. La concentration du produit spécifique de l'autoprotolyse est très, etc. faible devant la concentration de HA- ou de H3O+. Donc j'ai eu raison de choisir comme réaction prépondérante la réaction de H2A sur H2A. Alors, ça c'est le calcul du pH initial. Maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe pour un volume introduit de 12 ml. Alors, pour un volume introduit de 12 ml, on sait qu'on est à la deuxième équivalence. Donc on est ici. Alors, à la deuxième équivalence, quelle va être l'espèce présente en solution? Eh bien, on voit que la concentration en H- s'est complètement cassé la figure, et au fait que H- a disparu du milieu. Si H- a disparu, on imagine bien que que H2A a aussi complètement disparu, et largement avant. Donc finalement, je me retrouve avec une solution qui est ici une solution de A2- à la concentration Ca. Alors ici, même chose qu'avant en fait, dans la mesure où
j'avais une concentration Ca en H2A au départ, et que H2A est progressivement passé sous la forme H-, puis H- sous la forme A2-, la conservation de la matière me dit que j'ai toujours autant de A par litre en solution. Donc si je n'ai plus ni H2A ni H-, tout le A en solution est sous la forme A2-. Donc j'ai la même concentration au départ en acide H2A et après la deuxième équivalence en base A2-. Donc ici, eh bien, je peux repartir exactement sur la même logique que précédemment. Alors ici, on va même se permettre un calcul approché qu'on aurait pu faire avant. Vous vous rappelez, il y a un autre exercice où on a discuté de la validité des hypothèses, etc. Et donc là, eh bien, on va se permettre un calcul approché pour alléger un peu tout ceci. Alors, hop, ici je dresse une échelle de pK. Je positionne les deux couples de l'eau. Donc ça doit être vraiment un réflexe quand vous avez affaire à des acides bases. Avec H-, H3O+, dans la diagonale parce que la réaction est très avancée. H2O, H2O dans l'autre diagonale parce que c'est une réaction très défavorisée. Constante d'équilibre 10-14 à 25 degrés Celsius. Ensuite, à 5,2, j'ai le couple A2-, H-. Et à 2,9, le couple HA-, H2A. Donc ici, ce que je sais, c'est qu'à la deuxième équivalence, tout H- a été consommé pour former A2- à partir de H-. Voilà, je suis à une équivalence, je n'ai pas de H- présent en solution. Donc là, très simplement, les espèces en présence, ça va être A2- et de l'eau. Je n'ai pas trop de H3O+, pas trop de H-. Donc je me retrouve avec ces espèces-là qui vont être placées les unes avec les autres. Et donc ici, la réaction prépondérante, on voit que ça va être la réaction de H2O sur A2-. Donc encore une fois, la réaction prépondérante, ici, ça va être une réaction limitée. Et A2-, en fait, je vais considérer que c'est ici une base faible. Donc, hop, la réaction prépondérante que je vais considérer, c'est une réaction prépondérante équilibrée ou limitée au choix, ici. Et même si on veut, on peut calculer, hein, la constante d'équilibre, ce sera 10-14 plus 5,2, ça va être une constante d'équilibre très très faible. D'ailleurs ça j'aurais pu le faire à la question d'avant. La constante d'équilibre ici, hein, elle est à 10 puissance moins 2,9. Ici la constante d'équilibre, elle va être encore plus faible. 10-14 plus 5,2. Donc ici, moins 14 plus 5, donc j'arrive à moins 9. Donc j'ai un 10 puissance moins 8,8. Donc là, une constante d'équilibre encore très très petite devant 1. Et même ici, très inférieure à 10-3, 10-4. Donc là, vous voyez que les hypothèses de réaction très peu avancées auront beaucoup plus de sens que précédemment, où là j'avais une constante d'équilibre à 10-2,9, qui valait le cas 1, 10-3, donc qui était encore relativement, entre guillemets, élevé. Donc maintenant, je dresse un tableau d'avancement de la situation. Donc ici, je vais avoir A2-. Alors A2- plus H2O, qui va donner HA- plus HO-. Alors, ici, on voit que c'est le caractère basique qui va jouer. Alors, au départ, j'ai une concentration C. À l'arrivée, j'ai une concentration C moins XF. Ici, je vais supposer que j'ai 0 et 0. Ici, je vais avoir XF et XF à l'état final. Et donc K, eh bien K ici, ça va être, très simplement, XF au carré sur C moins XF. Alors après, si je... Oui, c'est vrai que j'ai oublié de détailler le calcul de la constante d'équilibre. K, on sait aussi que c'est HA- fois HO-
sur A2-. Alors comment je trouve la constante d'équilibre K? Eh bien ici j'ai la petite ruse qui consiste à multiplier en haut et en bas par H3 au plus pour identifier très facilement H au moins fois H3 au plus ici qui vaudra KE. Et identifier aussi assez simplement l'inverse du Ka2 ici. Ok. Alors, là j'ai obtenu donc xf carré sur c moins xf. Et vu que cette constante d'équilibre est très très petite devant 1, eh bien je vais pouvoir formuler l'hypothèse que c moins xf vaut à peu près c. En formulant cette hypothèse, eh bien je finis par obtenir que KE sur KA2 vaut simplement xf carré sur c. Alors là, de proche en proche, si je veux calculer le pH final, je sais que xf, c'est la concentration en H au-. Donc je vais avoir KE sur KA2 qui vaudra KE carré sur H au carré fois C. On simplifie un petit peu tout ceci, on isole H notamment. Je vais finir par obtenir que H au carré, que j'isole ici, vaudra KE fois KA2 sur C. Et donc le pH final, je prends la racine pour obtenir le résultat, le pH ici obtenu donc pour V égale 12 ml, ce sera donc moins log de H obtenu ici, qui vaudra la moitié de pKe plus pKa2 plus log de C. Hop, je mets en évidence ce résultat ici. Il me reste ensuite à calculer cette valeur de pH. Alors, la valeur de pH ici nécessite de calculer avant C. Donc C, j'ai un effet de dilution à prendre en compte. Alors pourquoi j'ai un effet de dilution? Parce que ici, la quantité de A2- formée, c'est la quantité de H2A qui était présente au départ. D'accord? Donc, la quantité de H2A présente au départ, on sait que c'était Ca fois Va. Et donc, la quantité, enfin la concentration C de A2- formée, c'est la quantité présente sur le volume total de la solution au moment de l'équivalence numéro 2. Donc là, je fais très attention au fait que le volume équivalent ici est venu se rajouter au volume initial de la solution. Et donc, la concentration initiale n'est plus tout à fait la même. Et donc, en prenant en compte l'effet de dilution, eh bien, j'arrive à ce moment-là à une concentration initiale en A2-, donc qui vaut moins que Ca, donc ici 1,36 10-2 mol par litre. Alors comment je l'ai calculé? Simplement j'ai fait Ca fois Va. Donc on me dit dans l'énoncé, vous voyez, 10 millilitres, et j'ai trouvé 3,10-2 mol par litre, donc je fais 3,10-2 fois 10, sur 10 plus le volume de la deuxième équivalence, 12. Donc je fais 3,10-2 fois 10 sur 10 sur 22, finalement. Et donc ici, j'obtiens le résultat suivant. Derrière, eh bien, il me reste à calculer simplement le pH final, grâce à la formule établie précédemment. Donc le pH de la solution, ici, je vais le trouver égal à 8,67 avec 3 chiffres significatifs. 8,7 avec 2 chiffres. Je vérifie la cohérence. Je reviens à la courbe ici.
je suis à la deuxième équivalence. À la deuxième équivalence, je suis en plein milieu du saut de pH. Et je vois bien que le milieu du saut de pH correspond bien à un pH entre 8 et 9. Donc le résultat que j'ai obtenu ici est tout à fait cohérent avec la courbe de titrage. Il me reste maintenant un dernier pH à calculer, le pH pour un volume de 6 ml. Et alors là, pour un volume de 6 ml, ça va être assez particulier. Pourquoi ça va être assez particulier? Eh bien parce que je vais avoir ici, alors je vais revenir sur le diagramme de distribution, tout se fait avec ça. Je vais avoir ici une solution de HA- à une concentration C donnée. Et cette concentration C, eh bien en fait c'est comme si j'avais une solution d'ampholyte. Parce que HA- est à la fois un acide et une base. Donc je vais avoir une solution d'ampholyte, HA- à la concentration C'. Donc ici, cette concentration C', je ne la connais pas a priori. Alors pourquoi je la connais pas? Parce que si je regarde attentivement la manière dont le diagramme de distribution s'agence, on voit que j'ai en gros un peu plus de 85% de HA-. Et puis après, j'ai égalité à 5%, un peu moins de 5% de chaque. Bon, ouais, un peu plus, on va dire, pour que ça fasse 100% au final. Et je vais avoir ici égalité des concentrations en H2A et A2-. Donc, je vais étudier une solution d'ampholyte, HA- à la concentration C'. Et je vais encore travailler sur la méthode de la réaction prépondérante. Alors, ici, l'échelle de pK que je vais dresser va donc faire apparaître les couples de l'eau, H2O, H3O+, HO-, H2O, puis à 5,2 et 2,9, les couples H2A, HA-, et HA-, A2-. Si je mets en lumière les espèces en présence, je sais que en présence, je vais avoir le solvant eau, et puis énormément de HA-, presque 90% de A en solution, et sous forme de HA-. Donc en première approche, je peux très bien dire que je néglige les deux quantités de matière ici. Donc là, la réaction prépondérante, on voit que j'ai plusieurs possibilités. Autoprotolyse de l'eau, constante d'équilibre 10-14, HA- sur l'eau, avec HA- en tant qu'acide, si on veut, constante d'équilibre 10-5,2, H2O sur HA-, constante d'équilibre encore beaucoup plus basse. Ici, si je prends en tant que si je prends HA- à ce moment-là qui me donne H2A, et puis je vais avoir HA- qui réagit sur lui-même. Et ça, c'est la constante d'équilibre la moins basse que je vais pouvoir trouver. Donc je sais que je vais devoir exploiter cette réaction prépondérante-là. Donc la réaction prépondérante ici, c'est une réaction prépondérante limitée ou équilibrée. Qui met en jeu HA- qui réagit sur lui-même. Donc HA- plus HA- ici va donner H2A plus A2-. Et donc là, je vais obtenir à l'état initial C' et C', simplement. 0 et 0 ici, ou presque 0, epsilon au fait, je vais négliger ces quantités-là, bien que j'en ai un petit peu au départ. Et à l'arrivée, j'aurai C' moins XF, C' moins XF, XF et XF. Et donc là, je vais maintenant poser les constantes d'équilibre que je connais. Donc je sais que la constante d'équilibre K de cette réaction, c'est H2A fois A2- sur HA- fois HA-. Donc si j'utilise la
vieille ruse de Sioux, on peut dire, de multiplication en haut et en bas par H3O+, eh bien, je vais obtenir que, en mettant en évidence H2A sur HA- fois H3O+, eh bien, ça me donne, vous voyez, le 1 sur K1. Je veux obtenir que A2- fois H3O+ sur HA-, ce sera Ka2. Et donc au final, j'obtiens que la constante d'équilibre, c'est le rapport des deux Ka. Donc, ici, je vais trouver que, finalement, la constante d'équilibre, c'est 10 puissance moins 5,2 plus 2,9, ce qui me fait, alors moins 5,2 plus 2,9, eh bien, moins 5,2 plus 3, on est à moins 2,2, donc ici, moins 2,3. Derrière, vous voyez, j'ai eu raison de dire en première approche que la réaction était limitée. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter les deux Ka pour essayer de trouver le pH. Alors, ici, il y a une sorte d'astuce quand on a une solution d'ampholyte. On sait que Ka1, c'est H, ou concentration en H3+, fois HA- sur H2A. On sait que Ka2, c'est H fois A2- sur HA-. Et donc, au final, si je dis, d'après le tableau d'avancement, que H2A égale A2-, vous voyez, eh bien, je peux, en multipliant Ka1 par Ka2, dire que H fois HA- sur H2A fois H fois A2- sur HA-, on va avoir une simplification de HA- sur HA-, on va avoir simplification de A2- sur H2A, il va me rester le produit des Ka qui vaut H au carré. Et donc ici, bah, je vais obtenir, à ce moment-là, le pH à un volume versé de 6, qui vaudra 1,5, donc le 1,5 qui vient du carré qui est là, 1,5 de pKa1 plus pKa2. Et donc le pH sur la première équivalence, ce sera le pH d'une solution d'ampholyte. pH 6 qui vaudra donc 4,05. Je vérifie encore la cohérence de ce que j'ai avancé ici. Première équivalence, j'ai un maximum pour HA-. Vous voyez, je suis ici. Et vous voyez que je vais aller tabler sur un pH aux environs de 4. Donc j'ai un maximum pour HA- et surtout, vous voyez que j'ai les mêmes concentrations, les mêmes pourcentages en espèces, en A2- et en H2A. Donc le croisement des deux courbes du diagramme de distribution, ici, valide bien l'hypothèse que j'ai formulée à ce niveau-là. Donc l'hypothèse que j'ai formulée ici, que j'avais bien la même concentration en H2A et en A2-. Donc ceci est validé par le diagramme de distribution. Bon, donc là c'était un exercice un petit peu plus long, un petit peu plus technique. Donc vous voyez, ça part de considérations assez simples sur un pH. Alors c'est sur un titrage, sur le pH d'une solution au cours d'un titrage. Ensuite, ça dérape un petit peu dans la mesure où on voit apparaître un seul saut de pH, alors qu'on est censé avoir deux équivalences.
Le diagramme de distribution superposé à la courbe de titrage nous amène à l'idée que on n'arrive pas à distinguer deux sauts de pH et qu'on en a un seul. Et le fait qu'on ait un seul saut de pH vient du fait que finalement les pKa des deux acidités ne sont pas assez éloignés l'un de l'autre. Et donc ça, c'est un résultat qu'on retrouve très souvent. On retrouve très souvent le fait que lorsque deux sauts de pH se recouvrent, parce que les pKa des couples sont trop proches, on finit par observer un seul saut de pH. Donc il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode.